Bonjour Ritipan. Bonjour. Nous sommes très heureux et très fiers de vous accueillir pour cette nouvelle édition de War on Screen. Votre dernier film, Rendez-vous avec Pol Pot, est donc présenté dans la section Perspective. Le film est sorti en juin dernier. La première question est assez simple. Ce film est donc une fiction, mais en même temps c'est avant tout du cinéma et avec une certaine forme de complexité justement dans la manière dont vous avez travaillé différentes formes. Pourquoi est-ce que vous avez décidé aujourd'hui de faire un film comme celui-ci ? D'abord, moi j'ai toujours commencé un film par une sorte de nécessité en fait. Enfin, je le dis très humblement quoi. Déjà, j'ai mis beaucoup de temps pour faire chaque film. Je sais pas aller vite, faut que j'apprenne à aller vite aussi. Mais je crois que chaque projet a besoin d'un temps, une durée de maturation, de trouver une forme qui lui convient. Et c'est pas tellement question d'argent seulement. Il y a la question d'argent, il y a parfois le manque de moyens vous oblige aussi d'inventer, de créer autre chose. Mais surtout, je crois que, au fond de moi, j'ai pensé à une forme de cinéma qui est un peu particulier, qui en fait, nos ancêtres avant faisaient déjà depuis la grotte Lascaux en traversant les premiers cinéastes. J'invente rien. Je prends plutôt l'exemple sur que les gens comme Vertov ou comme le début du siècle ou Chris Marker ou alors une autre catégorie qui sont des cinéastes qui sont heureux dans le sens où l'émerveillement, comme Imamura ou comme ces gens-là à 80 ans, déjà il revient à des choses très simples, comme Alain René qui fait des chansons après avoir fait tout un chef-d'œuvre incroyable. Et moi, ce sont ces personnalités, ce sont ces cinéastes qui m'ont appris à tirer plaisir de prendre plaisir de faire des films et surtout que d'être libre. C'est très important d'être libre de faire quelque chose, de faire que ce soit un film ou une recette de cuisine, peu importe, mais être créatif, être même quasi parfois même enfantin. J'ai une chance aussi avec ça parce que les sujets que je propose c'est plutôt compliqué, mais je le fais avec beaucoup de l'innocent naïveté presque. Souvent, et cette chose première, une matière première qui après on greffe le sujet, on voit la perspective, on réfléchit, hein, c'est normal. Mais ce film-là, c'est ça, c'est que au début j'avais imaginé une grande épopée, mais ça arrive à un endroit, une pièce, un espace unique, et j'étais même prêt à faire avec rien, quoi. C'est juste le plaisir de fabriquer, d'amener tout le monde avec moi. J'ai beaucoup de mal avec des comédiens depuis un moment. Là, ça me réconciliait un peu avec des acteurs et des actrices. Parce que c'est pas évident quand, ce cinéma que j'aime faire, c'est à la fois fiction et documentaire, c'est à la fois documentaire et fiction, mais en fait c'est du cinéma, quoi. C'est pas du tout classé et ça déroute un peu, souvent. Et donc il faut arriver à amener toute une équipe, que ce soit de l'image jusqu'à la comédie, quoi. On joue dans un film. Il faut amener tout le monde à un terrain qui
que tout le monde puisse trouver son compte et avoir le plaisir d'être dans ce projet, quoi. Alors, ce que vous avez dit justement sur l'idée que c'est avant tout du cinéma, et il y a dans ce film une réflexion évidemment à la fois sur ceux qui voient et ceux qui ne peuvent pas voir, qui est un petit peu aussi une des principales questions de cinéma, sur les différents types d'images. Mais en vous entendant parler des acteurs, je crois qu'il faut peut-être que vous nous en parliez un peu, parce que moi je trouve personnellement qu'ils sont absolument formidables et que vous avez aussi travaillé sur ce film avec à la fois des acteurs, alors on va dire des acteurs français, également des acteurs cambodgiens, mais ce qui est aussi quelque chose de particulier que vous avez dirigé, et en même temps cette histoire, vous l'avez vécue. Donc qu'est-ce que ça induit dans la relation que vous avez pu tisser? Et comment ce travail entre les acteurs français et les acteurs cambodgiens, peut-être qu'il y a aussi des acteurs franco-cambodgiens, mais j'utilise ces vocables un peu pour la simplicité de la question. Comment est-ce que ça s'est trouvé tout ça? En fait, il y a beaucoup de travail. En fait, la réflexion, ils viennent pas au dernier moment. Je dirais même, vient pas sur ce film-là. Il y a une accumulation depuis des années déjà. Comment arriver à film après film, j'essaye de faire une proposition cinématographique. Et c'est pour ça que ça prend le temps. Parfois, ça prend 2-3 ans avant de trouver vraiment une brèche et rentrer dedans et essayer de creuser. Parfois, on creuse sur un mauvais filon, quoi. Donc, il faut qu'on se retire, il faut pas désespérer, retourner. Donc, c'est du travail, beaucoup. Je crois pas trop au miracle de dernier moment, quoi. Je crois que le miracle vient justement de cette naïveté ou cette innocence que j'ai essayé d'expliquer tout là, il arrive au dernier moment. C'est ce sentiment-là qui coiffe tout et qui prend que ça devient, comment dire, moi j'aime bien créer quelque chose qui est à la fois cinématographique, politique, poétique aussi. Donc les acteurs, il faut les amener, quoi. Là, dans le Rendez-vous avec Pol Pot, les acteurs cambodgiens n'ont jamais joué, ne sont pas des acteurs. Il y en a un qui est haut fonctionnaire, les deux d'ailleurs, les deux qui parlent le français. Et après, vous avez les trois grands comédiens qui est Irène Jacobs, Cyril Gay et Grégoire Collin, qui sont des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais qui ont l'habitude peut-être en cadre, en quelque chose comme ça, et qui devaient jouer avec les gens dont c'est leur histoire. Donc, pas mal de gens qui sont dans le film, et la plupart d'entre eux ont vécu cette période-là. En plus, on tourne sur un endroit où beaucoup de gens ont laissé leur vie, à cet endroit-là précis. Donc, il faut jongler tout ça, il faut croire aux âmes, il faut croire au cinéma en même temps. Et c'est comment mettre toute cette énergie, cette poésie aussi ensemble, et après faire confiance à tout le monde. Mais je dirais pour tout le monde, quoi. Moi, je travaille je change pas beaucoup de gens, parce que quand je trouve un partenaire, que ce soit en lumière, que ce soit le son, comme ça, j'ai tellement du mal à le faire comprendre ce que je voudrais que j'ai du mal à changer pour trouver quelqu'un d'autre, quoi. C'est pas le manque de désir de collaborer avec d'autres artistes, etc. Mais c'est simplement, peut-être un manque d'assurance de ma part aussi, d'avoir tout de suite là avec moi les personnes que j'ai pas besoin d'expliquer beaucoup. On parle peut-être beaucoup en amont, on essaie de les nourrir autrement, indirectement, par l'histoire, par exemple avec le chef opérateur,
Amérique, on parle beaucoup de lumière des classiques, du cinéma classique. On parle beaucoup à l'époque des films d'Henri des Chasseurs, des choses comme ça. Et moi, j'aime beaucoup les photographies aussi, donc je lui montre les photos. Après, vous voyez, on arrive à un certain moment où on définit quel format on tourne, comment est-ce qu'on utilise, mais personne ne sait exactement ce que va être la fin, l'objet final, parce qu'il y a encore le montage. Dans le montage, c'est un processus assez particulier chez moi. C'est très long, et j'essaye beaucoup de choses, mais surtout comment mixer tout ça. Je sais pas, c'est difficile à causer. Non, parce qu'il faut que les gens voient le film aussi. Je suis très heureuse que vous parliez du travail sur l'image, parce que je trouve, alors peut-être faut-il revenir, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs registres d'images et qui sont aussi comme des résurgences de certains de vos films précédents. Je crois que c'est une œuvre, quand on connaît vos films, les films dialoguent entre eux, et du coup c'est peut-être ce qui caractérise une œuvre, mais c'est vrai que les partis pris de mise en scène, d'image, de lumière sont très forts, et j'ose le dire très beaux. Donc c'est aussi important de dire que la question du cinéma, elle est fondamentale dans tous ses aspects. Je voulais aussi revenir parce que donc ce film, comment dire, il a aussi comme origine un récit qui est celui d'Elizabeth Becker, et que vous avez transformé. Et cette transformation elle-même est extrêmement riche aussi. Alors, comment est-ce que vous vous êtes emparé de ce récit que vous connaissiez bien sûr auparavant, et qu'est-ce qui vous a donné aussi envie aujourd'hui de repartir de ce récit-là, c'est-à-dire de 3 journalistes occidentaux, je vais le dire comme ça, et ça fait aussi, ou peut-être y a-t-il une transformation dans la manière dont vous les avez caractérisés, qui, eux, vont regarder, voir ou ne pas voir ce qui se passe dans le Kampuchéa démocratique tel que Pol Pot avait nommé ce pays. En fait, c'est une histoire que j'ai lue, le fameux chapitre que j'ai lu il y a une quinzaine d'années, même plus, quand je faisais un autre documentaire qui s'appelle Bopana, une tragédie cambodgienne, dont j'ai connu Elizabeth Becker en ce moment-là, parce que c'était une des journalistes auteurs qui aussi travaillait sur Bopana, et je me suis appuyé sur son travail, j'ai continué l'enquête à partir de son travail. Et dans son livre, il y a ce fameux chapitre qui relate son souvenir quand ils étaient 3 à partir là-bas, en photographe, un journaliste qui a connu la guerre d'Indochine et spécialement le Cambodge, puis un intellectuel idéologue maoïste écossais. Ils sont partis tous les 3 pour certainement parce que le Pol Pot a besoin de communiquer. Et après, j'ai dit, bon, peut-être un jour je vais faire ce film, c'est intéressant de se mettre aussi d'autres points de vue des gens qui arrivent. Et on a écrit plusieurs versions, et Elizabeth Becker est très très gentille, elle me laissait vraiment une liberté totale. Elle n'a pas lu le scénario, puis elle a vu le film à Cannes. Et pour dire qu'elle ne demande pas quoi, je lui ai dit, ce ne sera pas ton histoire. Je ne veux pas faire un biopic, je veux travailler sur autre chose. Elle est gentiment acceptée. Et on a écrit différentes versions avec Pierre Van Guillaume. Et alors, je ne sais pas comment je travaille, mais pendant le tournage, je ne lis jamais le scénario. Ah oui. Je ne lis pas. Donc, je connais le scénario, je ne connais pas toutes les phrases. Je fais confiance aux acteurs, aux actrices d'apprendre leurs lignes.
Et j'écoute plutôt la musique qui vient d'eux, les phrases qui viennent d'eux quand ça va pas. J'essaie de changer quand quelque chose qui va pas, eux, ils me proposent quelque chose, je vois si ça ne m'éloigne pas de trop ce que j'ai envie de m'exprimer en ce moment-là. Mais en général, l'assistant réalisateur, il me tend une feuille, je lis à peine ce qui se passe ce jour-là. Après, j'ai mis dans mon sac, quoi. Sauf si vraiment il y a un problème, je vais relire le scénario. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas s'ils ont loupé une ligne, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est de les écouter parler et de comment filmer la vie, quoi, la vie à travers l'image, quoi. Et c'est curieux comme façon de travailler. Et je peux faire 1000 fois, je peux visiter 1000 fois, et je ne exagère pas, un décor, mais je fais jamais les dessins, le décor, tout ça, je fais pas. Est-ce que vous pensez, alors c'est une question, je la formule un peu de manière étrange, parce que pour moi, il y a la distinction entre documentaire et fiction, et une distinction qui peut parfois être extrêmement réductrice. Parce que je pense que peut être pénalisant aussi. Et qui peut être pénalisante, et je pense que ce qui compte, c'est le cinéma dans les films. Voilà. Mais en revanche, en vous écoutant parler sur votre manière de travailler, et cet appétit de saisir ce qui se joue, oui, parce que la partie, ça a aussi à voir peut-être avec... La partie scénario, on passe déjà des heures entières, des versions entières. Hein. On chamboule, on travaille. Bon, je connais l'histoire tout de même. Mais et encore, Elisabeth Becker n'était pas très contente parce que elle me dit qu'avant de venir à Cannes, elle a relu mes livres. Et moi, je dis, j'ai pas relu ton bouquin de Fédisson. J'ai tort parce qu'il y a des détails intéressants là-dedans. Après, je dis, tiens, elle m'a raconté ça, mais je lis dans mon livre. Ah, mince, je suis pas sérieux avec ça. Hein. Mais je trouve qu'il y a un temps long déjà. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé que Irène Jacob dialogue avec elle. Ouais. Ah, elles se sont parlé toutes les deux. Elles se sont parlé, se sont rencontrées à Paris. Et moi, je trouvais que c'était mieux qu'elle raconte ses propres souvenirs, qui nourrit le travail d'Irène. Et d'Irène a vu Florence d'Aubenas, par exemple. Ah oui. Donc des grandes figures féminines du journalisme d'investigation, de grands reporters. Ils savent comment affronter ce genre de situation. Et à l'époque, en plus, ce sont les gens qui écrivent. Oui. C'est pas les gens qui tweetent, quoi. Non, c'est les gens qui écrivent avec... Donc, j'étais... vous voyez, quand j'ai dit je ne lis pas, ça aussi, qui fait que je dis non. Ne relis pas de scénario, laisse-la se débrouiller par elle-même. Comme ça, l'actrice, la comédienne va travailler, motiver ses paroles, sa façon de dire, donner un sens, quoi, à son personnage. Et mais c'est amusant aussi pour moi parce que je vois les choses qui naissent. Et là, c'est peut-être l'habitude des documentaristes aussi qui s'installent, qui disent, voilà, je mets une caméra là, je mets ça, et tu vas bouger comme ça, tu vois, l'espace est comme ça. Mais moi, j'aime bien travailler en amont. Je pense que sur le plateau, je suis assez souple. Je n'aime pas le conflit, je n'aime pas trop de petites choses qui ne vont pas. Je n'aime pas ça. Donc, je travaille beaucoup en amont. On a décidé avec Méric très vite comment travailler. C'est 4 tiers et non pas 6/9. Le visible ou pas visible, c'est aussi ça. C'est un format où on concentre sur le personnage et tout le reste est hors champ. Oui, hors champ. Et même quand on va à l'extérieur, c'est comme ça. Et puis avec Nicolas Vos qui le son, il est retourné sur le plateau après le tournage pour faire certains sons. Et j'ai envoyé son assistant encore. Vous voyez, quand je dis c'est pas touche comme ça, c'est long, quoi. C'est long parce que on voit pas quelqu'un 1 semaine, 10 jours sur le plateau pour juste prendre des ambiances différentes
heures de la journée. Et encore, ça manque, je retourne. Parce que dans ma tête, j'entends quelque chose et j'essaye de trouver ce son-là. Et même si c'est fiction. Et au mixage, pareil, super compliqué à expliquer. Parce qu'il y a des types qui disent, on va mettre ça, mais non. Tu vois, tu as 64 pistes, ils le mettent tous. Et déjà, c'est travailler déjà sur la modulation, tout ça, mais vous mettez tous et on écoute ensemble. Et il y a le mix-up, à un certain moment, on dit, mais cet animal-là, ça ne doit pas être là, ça ne vient pas de là. Mais si. Et c'était vrai. Parce que quand les gens mouraient, le chien hurlait. Comme s'il voyait les âmes passer. Et je me souviens très bien comment les chiens hurlaient la nuit pendant que le Khmer Rouge emmenait les gens les exécuter ou quelqu'un meurt, par exemple. Il me dit, mais moi, je m'en fous. Moi, je veux ce chien qui hurle. Il me dit, mais c'est pas... Il me dit, mais attends, mets-moi le chien. Après, il a écouté, vous voyez, c'était une espèce de magie aussi, ça donne un... Après, il a regardé, mais tu as raison d'avoir mettre ce chien très loin. Oui, c'est ces petites choses-là. Je travaille une ombre, je travaille un geste, je travaille une respiration, je travaille 4 criquets différents. Ouais, c'est pas un seul, mais on retourne encore parce que voilà. Et bon, c'est passionnant et c'est long, mais c'est passionnant. Puisque vous parlez du mixage, il y a également la musique. Vous travaillez depuis quasiment presque tous vos films depuis le début avec Mark Marder, qui compose la musique de tous vos films. Donc là aussi, vous le disiez tout à l'heure, vous aimez garder un petit peu les mêmes collaborateurs. Là, c'est une collaboration artistique. Moi, je tiens beaucoup aussi à l'amitié, parce que il se trouve que la vie est courte. Quand on tombe sur un ami, bon, bref, je peux pas. Je veux bien connaître le monde entier, je veux bien connaître chacun, mais je crois que je pourrais pas. Et quand j'ai quelqu'un qui était d'une gentillesse, quand je n'étais rien, quand j'avais pas d'argent, quand il me composait des choses, puis on allait enregistrer. Et un autre ingénieur de son aussi à l'époque, maintenant il est décédé, et Slim Pézin. Lui, il faisait plutôt les variétés, vous voyez, Michel Sardou et tout ça, quoi. Puis il avait ses studios, puis la nuit, il nous laissait, parce qu'ils vont se coucher, on était la nuit, on enregistrait nos trucs. Et voilà, des choses comme ça. Je venais avec mon sac de chips et de coca, quoi. Et on a le studio gratuit, vous voyez, c'est ces gens comme Slim, tout ça, c'est des gens qui sont d'une générosité extraordinaire. On ne devient pas cinéaste comme ça, au jour au lendemain. Comme on ne survit pas le Khmer Rouge, parce qu'on est courageux. On devient quelqu'un, on survit parce qu'on a des amis, on a des échanges, on a une sorte de... Je sais pas, moi j'aime bien sa musique aussi, hein. C'est un compositeur qui a beaucoup de couleurs, et qui accepte aussi qu'on travaille de différentes manières, hein, Marc reçoit rarement un film fini, et pour composer. Il vous accompagne au long du montage. Ouais. Par exemple, là, il sait que je pédale dans le semoule depuis 3 ans sur un film. Il y a 2 semaines, il dit, tu veux une musique, puis il m'envoie un bout de musique. Des fois, c'est lui qui m'envoie quelque chose, et puis tu as besoin d'autre chose. Je dis, compose encore. Parfois, pour un film, 1h30, il a fait 3 heures de musique. C'est beaucoup, hein, 3 heures de musique. Oui. C'est beaucoup de composition, quoi. Et il y a des films où je fais entièrement ce qu'il fait. Il y a des films où je modifie sa musique. Mais si je suis quand même un béni de Dieu, quoi.
que peut-être très peu de compositeurs permettent ça. C'est aussi la relation que vous avez qui est, comme vous le disiez, à la fois d'amitié et de travail depuis le début. C'est très important ça. Ce qui est marrant, c'est que des fois, il vient me dire heureusement, tu as des oreilles, c'est pas tout faux. C'est parfois les notes ensemble, ça fait comme rime, quoi. Et je crois que là où l'expérience avec le son et la musique le plus incroyable avec Marc, par exemple, c'est l'image manquante. Oui. Là, on a vraiment le son, faut un jour aussi, on fait beaucoup sur le film, sur l'image, il faut un jour aussi quelqu'un se penche sur le son de l'image manquante. C'est une architecture assez très très compliquée qui est toujours là et qui sait partir quand il faut, qui vient là, qui nous réveille entre guillemets, qui nous amène dans le film à un certain moment, qui repart encore, qui laisse vivre l'image et qui revient. C'est un vrai élément du film, quoi. C'est pour ça que je dis que chacun a sa façon de travailler. Moi, je tenais à ça. Moi, je commençais le film, on a une table à classe avec 2 bandes, hein. 3 quand on est chanceux. Donc, ça veut dire un semblant d'ambiance, puis 2 bandes directes, quoi, de dialogue, quoi. Et puis quand on veut faire la musique, il faut qu'on tire l'ambiance et qu'on mette la musique, quoi. On n'a pas d'ambiance. Donc, peut-être c'est une chance aussi. On fait des feuilles de mix, tirées comme ça. Et on n'a pas, comme aujourd'hui, tout est... Donc on voit physiquement le son. Et on archive le son dans la tête. Quel son elle est, quel effet elle est là, parce qu'on n'a que 3 bandes. Puis on découvre le son au studio. Ouais, c'est comme ça qu'on travaillait. Et quand je monte maintenant, c'est le plaisir, parce qu'au bout de 10 minutes, j'ai déjà 54 ou 60 pistes. Je sais pas, mais les assistants qui travaillent avec moi, je n'aime pas dire mes assistants, mon cher, comme ça. C'est pour ça que je dis les ou le. J'arrive pas à dire mes comme si ils m'appartiennent, non. Ce sont des vrais bonhommes, quoi. Des forces qui vous accompagnent, des vraies femmes, des vrais hommes, quoi, qui ont un fort caractère, personnalité, quoi. J'arrive pas à dire ma ou mes ou et du coup, il me dit, mais pourquoi tu mets tout de suite 60, 50, c'est super compliqué quand tu coupes un, ça se balade partout. Il me dit, ah non, on s'en fout quand ça balade, on remet, et c'est une casse-tête pour eux de gérer après pour le dispatcher, pour le mix. Mais du coup, vous mettez chaque poste. En fait, chaque poste doit être impliqué dans la fabrication. Chaque poste a un rôle. Vraiment un rôle, quoi. Il doit vraiment élucider, amener les solutions. Et ça prend le temps, mais quel plaisir aussi de ce plaisir de cheminement, quoi, de cheminer ensemble, quoi. Et ça, c'est précieux. Juste une dernière question. Vous m'avez dit juste avant que nous arrivions ici que le film donc est sorti au Cambodge et quelle réception est-ce qu'il a eu du coup? Comment vous voyez les choses? Alors, chose très étonnante parce que en fait c'est naturel. Quand moi j'ai décidé très tôt de consacrer une majeure partie de mon temps de travail, mes travaux, sur l'histoire du Cambodge, sa mémoire, son histoire, l'histoire du génocide Khmer Rouge. C'est un choix dès le début qui n'est pas facile, mais je le fais, mais à l'époque, personne ne voulait en parler. Donc quand je fais un film, il n'y a personne de Cambodgien dans la salle, quoi. Parce que ceux qui ont survécu, évidemment, n'ont pas envie de
d'entendre, réécouter ou de voir ou de revenir là-dessus. On a besoin de recommencer sa vie, fixer des horizons, s'en sortir. Et maintenant, 50 ans plus tard, quand même, le Khmer Rouge arrive en 75. Ils sont arrivés en 75, nous en 2025 bientôt. Vous avez cette génération qui ont 30 ans plus ou moins, qui sont nés après ou nés pendant, ou qui maintenant qui sont là, et des plus jeunes, qui demandent à savoir qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Aussi simple que ça, quoi. Et qui viennent avec leurs questions. En France, par exemple, tous les soirs, j'ai toujours les Cambodgiens qui arrivent, ils viennent avec les parents et les enfants, quoi. Mes parents ne parlent pas, voilà, maintenant je veux savoir. Et je trouve qu'on est en train de s'en sortir, finalement, de rassembler les morceaux d'identité, les remettre ensemble. C'est un temps nécessaire et je crois que le cinéma, parmi autres formes d'art, ce soit les livres, la peinture, le cinéma, a son rôle dans ce travail-là, une sorte de favoriser une forme de résilience, donner cette capacité aux gens de reprendre toute leur histoire, leur culture, leur identité en main. Merci beaucoup, Ritvan. Merci.